Guillaume Bonnet va nous parler aujourd'hui des analyses hiérarchiques. Les analyses hiérarchiques, c'est un concept qui est apparu relativement récemment, au cours des 10-15 dernières années, dans les grands essais cliniques en cardiologie. Et il est donc très important de bien comprendre en quoi cela va permettre d'interpréter les différents résultats de ces études. Les analyses hiérarchiques sont-elles une limite pour interpréter les essais cliniques? Alors déjà, pour comprendre le contexte, des comparaisons multiples, et on va revenir un tout petit peu à l'inflation du risque alpha, qui est la conséquence des comparaisons multiples, par le petit p. Donc le petit p, c'est la probabilité d'observer une différence au moins importante à celle qui est dans notre résultat. Donc la plupart du temps, le risque alpha, donc ce risque alpha, il est habituellement fixé à 5%, et c'est la différence, donc c'est la probabilité de conclure à une différence qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire que si on fait 100 fois le test, et ben là, on se dit que 5% du temps, donc 5 tests sur 100, on va conclure à une différence qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va trouver un petit p significatif alors que le résultat n'existe pas dans la réalité. Donc, il y a différents contextes qui nous amènent à faire des comparaisons multiples. Il y a un contexte confirmatoire quand on a vraiment envie de conclure. Donc, à ce moment-là, quand on veut conclure, on veut prendre une décision. À ce moment-là, il faut bien faire l'inflation du risque alpha. Donc, il faut corriger la limite du petit p pour éviter de conclure à tort quelque chose qui n'existe pas à cause de la multiplicité des tests. Et sinon, il y a aussi des contextes dans lesquels on ne corrige pas ces petits p, on ne corrige pas l'inflation du risque alpha, c'est-à-dire que c'est exploratoire. À ce moment-là, il n'y a pas de petit p, il n'y a pas de conclusion, c'est juste pour avoir une idée. Donc l'analyse hiérarchique, c'est quoi? L'analyse hiérarchique, c'est la hiérarchisation de différents critères de jugement qui arrivent dans un ordre préétabli et établi par l'auteur. Donc, il y a un premier test. Si ce premier test est significatif, on continue. Et donc là, on va à la deuxième hypothèse posée par l'auteur. Et ainsi de suite. Une cascade, comme ça, une hiérarchie de plusieurs critères de jugement, les uns après les autres, dans un ordre qui est préétabli. C'est toute la subtilité de l'analyse hiérarchique. Et donc, contrairement au test de Bonferroni que peut-être vous connaissez, il n'y a pas d'inflation du risque alpha. C'est-à-dire que là, le seuil, il reste à 0,05 à chaque étape. Par exemple, si on n'avait fait que 3 hypothèses, dans le Bonferroni, on aurait eu un petit p qui était à 0,017 parce qu'on aurait divisé le 0,05 par 3. Dans les analyses hiérarchiques, le petit p reste à 0,05. Ça, c'est la grande force des analyses hiérarchiques. Et elle est correcte au niveau méthodologique par le fait que la hiérarchie des critères entre eux est préétablie. Alors, si on va en pratique dans les recommandations du New England, on se rend compte que l'analyse hiérarchique est citée comme une des méthodes, en exemple, comme une des méthodes utilisables pour contrôler du coup ce risque de première espèce, qui est le risque de conclure à tort par la multiplicité des tests. Mais par contre, ils mettent un petit haut là, c'est-à-dire qu'on peut indiquer les petits p uniquement jusqu'à la dernière comparaison statistiquement significative. C'est-à-dire que du moment où on arrive sur un critère qui ne remplit pas la significativité statistique, à ce moment-là, on ne peut plus afficher le petit p. Et c'est bien ce qui est noté à la fin, ils nous le rappellent, ils nous disent voilà, s'il n'y a pas de méthode d'ajustement de la multiplicité, il faut juste mettre l'intervalle de confiance et pas le petit p. Donc c'est pour montrer au lecteur qu'il y a vraiment une hiérarchisation et qu'au moment où ça s'arrête, à la suite du petit p négatif, tous les critères de jugement qui étaient en dessous, on ne va pas afficher le petit p, on va juste afficher l'intervalle de confiance. Donc un exemple rapide avec l'étude Plateau, donc le Tika-Greller dans l'ensemble coronarien aigu, vous connaissez bien, donc on va bien dans l'abstract Predefined Hierarchical Testing, donc analyse hiérarchique prédéfinie. Un critère de jugement principal qui était un MACE un peu classique, décès cardiovasculaire, infarctus et AVC. Et les critères de jugement secondaires ont bénéficié d'une analyse hiérarchique. Et donc, on voit qu'il y avait un critère compositant 1, un autre critère compositant 2. Et ensuite, ils avaient mis infarctus tout seul, décès cardiovasculaire et ensuite AVC. Et donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que c'est l'AVC qui est non significatif, qui fait arrêter l'analyse hiérarchique. Et donc, on peut interpréter l'ensemble de ces résultats, donc les 2 premiers critères composites et l'infarctus seul et le décès cardiovasculaire, parce que tous, ils sont en dessous de 0,05. Donc là aussi, on voit l'intérêt aussi d'interpréter nous-mêmes, avec notre œil critique, les petits p. Un petit p, c'est quand même un signe d'association. Donc, plus le petit p est faible, plus il y a une association qui est forte. Et donc, c'est peut-être aussi peut-être la limite du fait il y a 0,05. Et donc, toujours garder cet œil critique.
Donc en conclusion, quels sont les avantages et les limites de cette analyse hiérarchique? Alors les avantages, on les a vus, hein. C'est les bénéfices additionnels qui sont clairs, qui sont simples, pour des critères secondaires, qui déroulent les uns après les autres tant que les critères sont positifs. L'avantage aussi, c'est qu'on peut, si ce n'est pas prévu initialement, on peut rajouter cette analyse hiérarchique tant qu'on n'a pas levé l'aveugle sur les données, donc tant qu'il n'y a pas d'analyse intermédiaire ou d'analyse finale, on peut proposer une analyse hiérarchique. Ensuite, au niveau statistique, le fait qu'il n'y ait pas d'inflation du risque alpha, le fait justement que ce petit p reste au même seuil à 0,05, instinctivement, on a envie de dire que c'est une erreur méthodologique. Non, c'est admissible au niveau statistique, d'accord, par le fait qu'on hiérarchise et que l'auteur préétablit la hiérarchie par rapport aux critères les uns par rapport aux autres. Donc, au niveau stat, c'est OK. Les limites, eh ben, cette hiérarchie, elle est quand même imposée. C'est-à-dire que si nous, on a un critère qui nous intéresse plus qu'un autre, eh ben, malheureusement, si ce critère arrive après un autre critère qui a été négatif statistiquement, on va pas pouvoir le voir. Donc, la hiérarchie, elle est imposée et on peut voir que les résultats qui sont significatifs dans l'analyse finale. Ne pas négliger aussi les biais. Donc, cette analyse ne nous empêche pas d'avoir un œil critique sur des biais, sur la pertinence statistique, c'est-à-dire que les petits p, bon, ben, même si le seuil reste à 0,05, comme il y a quand même des tests qui sont faits, on peut aussi interpréter le petit p avec notre œil clinique, l'œil de pertinence statistique aussi avec une approche de Fisher, c'est-à-dire qu'un petit p à 0,001 n'est pas le même qu'un petit p à 0,045. L'association est plus forte, plus les petits p sont bas. Et enfin, les critères secondaires ne doivent pas être inclus dans la hiérarchie. On ne peut pas tout mettre, on peut pas mettre tous les critères dans une cascade. Il faut quand même choisir. Et le message quand même final, c'est que ces analyses hiérarchiques, elles sont très intéressantes, mais il faut toujours garder son œil critique et certainement qu'on ne pourra pas toujours conclure et que l'aspect des essais cliniques, peut-être il y a des aspects qui sont intéressants pour nous, mais des fois on ne pourra pas forcément se prononcer et chaque étude apporte une vérité et il y a aussi une part qui restera toujours floue, sur laquelle on ne pourra pas conclure, donc il faut aussi admettre la zone grise, même si ces analyses hiérarchiques, on a l'impression quand même, apportent pas mal de significativité et apportent une approche qui est nouvelle pour les objectifs secondaires. Ainsi, vous l'avez vu, les études cliniques sont faites pour démontrer un effet sur un critère principal. Mais grâce aux analyses hiérarchiques, on va pouvoir aussi interpréter des critères secondaires. Vous avez vu également, à partir de l'exemple de l'étude Plateau, à quel point l'ordre que l'on va prédéfinir pour l'analyse hiérarchique est important, et si on se trompe dans l'ordre et que la logique qu'on a pour définir cet ordre n'est pas imparable, on peut avoir des résultats discordants ou discutables.